Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour à tous. Donc moi c'est Candice, je suis la coordinatrice de la formation photographie chez EDA et aujourd'hui je voudrais vous embarquer dans une balade. Quelquefois il nous arrive de rencontrer nos élèves lors de sorties EDA, dans des expositions, des ateliers, des workshops et dernièrement nous sommes allés à Arles. Donc il est nécessaire que je commence par la petite histoire du festival officiel. Les Rencontres d'Arles, c'est un festival annuel de photographie. Il est fondé en 1970 par un trio d'amis passionnés de photos, Lucien, Michel et Jean-Maurice. Ils sont avant tout amis et amoureux de la photographie. Ce projet, c'est leur façon d'agir, leur manière de rendre à la photo toutes ces lettres de noblesse. Cet art est encore mineur à l'époque, c'est le petit dernier de la famille. Il doit faire ses preuves face à ses vieilles sœurs que sont la peinture et la sculpture. Ils ont aussi envie de faire vivre à la région une effervescence culturelle, joyeuse et révélatrice de talent. C'est un pari réussi, car au fil des années, ce petit rendez-vous entre amis et connaisseurs aguerris de la photographie d'auteur est devenu un festival de renommée mondiale. Il faut dire que ce n'est pas n'importe qui. Ce trio a travaillé avec toute l'énergie et le sérieux qui leur valait déjà une belle réputation dans leurs domaines respectifs. Lucien Clergue, c'est un photographe arlésien, reconnu en France puis à l'étranger. C'est le premier photographe à être élu membre de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Michel, en réalité, c'est Michel Tournier. C'est l'écrivain français connu notamment pour le livre Vendredi ou les limbes du Pacifique, ou encore Le Roi des Aulnes, qui lui vaut le prix Goncourt à l'unanimité. Jean-Maurice Rouquette est également un Arlésien. Lui, c'est l'historien d'équipe. Il est spécialiste de la Provence antique et romane, conservateur en chef des musées d'art, conservateur du musée départemental Arles Antique. Voilà donc à présent 75 ans que tous les étés, des expositions de grande envergure sont visibles. Le public est de plus en plus large. Il n'est plus l'exclusivité des esthètes. On parle de plus de 40 expositions tous les ans dans les murs de la ville. Et quels murs, eux aussi sont particuliers. Il s'agit de cloîtres du XIIe siècle, d'églises romanes ou de bâtiments industriels du XIXe, comme les anciens entrepôts de la SNCF. Imaginez-vous la scène. Nous voilà donc transportés dans un savant mélange de traditions camarguaises, de bâtiments traversant les siècles. Les rues chaudes aux murs clairs nous parlent de Van Gogh, les remparts des arènes, le théâtre ou les thermes nous racontent la Rome antique. Enfin, les quais du Rhône nous rappellent le commerce fluvial qui a fait de cette petite ville une place incontournable à maintes reprises. Début juillet, quand les cigales chantent, le festival commence par une semaine de rencontres entre professionnels. Les soirées s'animent. On y trouve des conférences, des lectures de portfolios. Les artistes imaginent de nouvelles collaborations et les éditeurs proposent des publications. Et en off, dans les petits ateliers, la ville s'anime aussi. Dans l'ombre du festival officiel, l'effervescence est encore plus forte. Je ne sais pas si vous l'aviez constaté, mais dans tous les festivals, il y a un off. Il y a des talents qui s'organisent, s'entraident pour profiter d'un public et en faire le leur. C'est dans ce cadre-là que nous avons voulu accompagner nos élèves. Nous avons imaginé pour eux un parcours de galerie en galerie, d'univers en univers, d'une sensibilité à une autre. Nous voilà donc en train de pousser les portes de l'hôtel de la Lausière. Ce monument historique est connu pour sa porte impressionnante, avec ses colonnes torsadées. Malmené au fil du temps, ce lieu est de nouveau investi par la photographe franco-vietnamienne Ngo Xuan Loa. Le hall n'a pas besoin de mots. Il est imposant et nous rappelle ces heures glorieuses. Puis on grimpe à l'étage. Nous reconnaissons l'époque où l'hôtel a été partagé en appartements. C'est peu dire, en réalité, ce n'est plus une trace du passé. C'est maintenant, là, avec nous. Il a été aménagé entièrement par l'auteur comme une capsule temporelle. Les tapisseries 60s, les rideaux raccords et la terrasse endormie nous offrent toujours une belle vue en plongée sur cette vieille ville. Les néons, le bouquet de paille, la salle de bain, tout est calculé pour nous troubler. Les œuvres accrochées au mur sont prises dans ces lieux. On peut y reconnaître le décor. C'est fou de précision et déstabilisant. Ce sont des photos de souvenirs joyeux en famille ou entre amis. Même l'ouverture des cadeaux sous le sapin est représentée dans un de ces grands tirages aux couleurs inversées. Les photos sont très grandes, elles nous happent. Sous le doux nom de Let the Earth is Wide, la série de Ngo Xuan Loa s'inspire du cinéma taïwanais
et de l'art moderne vietnamien. Elle souhaite que l'illusion et la réalité se confondent grâce notamment à l'inversion chromatique. La dimension onirique est volontaire. Elle explore la mémoire et la transmission en embarquant son public dans une expérience. Leurs ressentis ne suffisent pas. Nous tous sommes invités à vivre et participer à l'exposition, à l'œuvre. À la sortie, tous les élèves ne sont pas touchés. Tous n'adhèrent pas à l'esthétique particulière. Mais tous sont troublés. Quelle démarche, quelle recherche, quelle assurance. Elle a osé, elle a été soutenue. C'est une première leçon pour les apprenants qui sont souvent saisis par leurs doutes. On débriefe rapidement en faisant quelques pas et nous voilà dans les anciens locaux de la Bourse du Travail, actuellement investis activement par la CGT. On y retrouve Pascal Bois, qui relève le nez de sa lecture pour nous offrir un sourire bienveillant. Il nous invite à faire le tour et nous découvrons l'instant même, sa série de photographies construites sur plusieurs années. Les cadrages sont tous carrés, les tirages ont différents formats et différents supports. Des caisses, des collages, des cadres. Des thèmes semblables se devinent comme la Camargue ou les grandes villes, mais les modèles sont différents. J'observe les élèves qui prennent littéralement toutes ces couleurs vives dans la tête. D'ailleurs, quand Pascal Bois nous indique qu'il est temps de discuter ensemble de son œuvre, la première question est « C'est quoi cette robe, ce rouge ? La tête et les pieds sont coupés, je vois bien que c'est pas un standard de composition, mais elle me plaît, cette photo, elle m'attire. » Il nous raconte alors cette mère, dans une robe ample et légère dont le rouge est amplifié par un soleil fort. Il nous raconte cette petite fille dans l'ombre, là, face à nous, qui à la fois nous regarde et se cache. Il évoque légèrement le sens de cette exposition, son souhait de saisir l'instant, de butiner des trouvailles sur son passage, l'air de rien. Puis il nous raconte son métier, ses commandes, ses obligations qu'il fait avec plaisir, mais qu'il différencie de cette série réalisée au téléphone, lors de moments privés. Ces balades photographiques qui sont devenues de petits plaisirs personnels au milieu des vacances en famille, ou de déplacements, ou encore de promenades à côté de la maison. Il nous explique aussi le livre qui est lié à cette exposition, chez Arnaud Bisalion, éditeur. Il le fait avec un naturel simple. Il revient toujours aux élèves, à ce qu'ils vivent, aux enjeux qu'ils vont devoir relever. Il donne des tas de conseils, les encourage. Il partage une passion. Nous prenons le temps de ce précieux partage d'expériences. Les questions finissent par se tarir. On le remercie chaudement, puis de nouveau, nous voilà dans la lumière crue. Pas le temps d'intégrer les paroles de Pascal que le numéro 26 du Festival Off attire notre regard et attise notre curiosité. Le groupe Edapix est vite devenu complice et sans discussion, nous avons tous envie d'en savoir plus sur la galerie Ira Léonis. On avale les marches d'un escalier typique des bâtisses qui bordent la place de l'hôtel de ville. Cet immeuble cache un étrange lieu d'exposition. Les pièces sont petites mais accueillantes. Les moulures de l'ancien appartement ont été conservées. Les couleurs éclatent au milieu de ces murs blancs. Ça tranche dans l'art, pas de demi-mesure. Les compositions non plus ne font pas de compromis. Il y a de la vie, beaucoup de vie dans ces clichés. Il y a des avant-plans flous qui prennent beaucoup de place. Des gens dont la vive allure dans les rues est retranscrite par un filet de mouvement. La vitesse se ressent. C'est vif, c'est la ville. L'un Delpierre nous transporte ici à Cuba, là à Rio de Janeiro. Le ressenti est fort, mais les photos sont fines. Tout est adapté au sujet de la série nommée Éco-Latinos. Lui, c'est un photographe français remarquable qui façonne son approche artistique à travers ses voyages. Cette expo, il l'a construite entre 2023 et 2025. Il l'a souhaitée comme un témoignage brut et évocateur des réalités contemporaines éprouvées au cœur de ces métropoles d'Amérique du Sud. J'ai toujours un œil sur les élèves, je guette leurs réactions. Et à cet instant, je vois bien que leur déambulation aussi est plus rapide. Ils vont d'un cadre à un autre, ils reviennent. Ils sont tous blancs, les cadres, c'est voulu. C'est la propriétaire de la galerie qui vient de nous l'expliquer, en entrant dans la pièce. Ce qui compte pour moi, ce sont les images. Je veux que la scénographie s'efface et sublime le travail de mes auteurs. Je suis ravie. Pendant plusieurs minutes, elle va offrir aux élèves son regard de galeriste. L'envers du décor, le métier, c'est aussi ça. Il est nécessaire de comprendre les enjeux du marché, les relations professionnelles qui nous font avancer. Elle n'expose que des auteurs dont elle admire le travail. Dans son vivier, un grand nom dont elle peut être fière. Françoise Huguier. D'ailleurs, la team Edapix avait déjà eu la chance de voir la grande expo rétrospective de son travail à Paris, dans une précédente édition du Salon de la photo. Pascal souhaite rester dans l'ombre au profit des talents donc. Mais elle est tout aussi passionnée que les gens qu'elle expose. Elle nous a piqué aussi.
Encore une histoire de transmission. Toujours sur la place de l'Hôtel de Ville, on s'enfonce dans un couloir sombre qui me rappelle les petites échoppes familiales espagnoles de mes vacances d'enfant. On atterrit bien loin de mes souvenirs, dans une galerie tenue par l'exposant. Elle est au pied de son atelier. Les pièces entourent une petite cour carrée, fraîche, où l'eau qui ruisselle fait écho aux photographies. Voilà notre nouvelle destination. L'univers de Jean-François Robert et son exposition, Ce que l'eau nous dit. La première image nous écrase par sa taille, elle prend tout le mur. Décidément, ces artistes sont forts pour nous accueillir avec une œuvre aussi forte qu'eux. Quelle introduction. Le sujet, c'est l'eau, rien d'autre. L'eau n'a pas de couleur, tout le monde le sait. Pourtant, ça claque. C'est peut-être la série la plus difficile à décrire. Le rendu est abstrait. Les touches de bleu, de vert, d'ocre et de jaune rappellent les touches de perso de Monet et des impressionnistes. Le plexi qui abrite la grande photo ajoute de la saturation, redonne de la brillance à l'eau que l'on observe. Toutes les autres photos de la galerie sont faites sur le même principe, mais dans d'autres formats et sur d'autres supports. Seule la dernière image de la dernière pièce dénote. C'est un escalier en intérieur. Quand Jean-François nous offre gentiment un moment d'échange sur son travail, il commence d'ailleurs par la fin, par cette photo justement, cet escalier en béton. En réalité, c'est sa première photo, prise à 20 ans, dans les sous-sols d'une réserve d'eau à Paris. Vu à l'envers, l'escalier devient un visage. Il s'agit de son premier succès, la photo qui a été tremplin, à laquelle il rend hommage en l'affichant dans toutes ses expositions. Le lien avec l'eau est évident, mais c'est quand il raconte sa relation à l'eau et à la lumière que son visage s'illumine. Il a photographié les sources les plus pures, les plus limpides, les plus vives et souvent aussi les plus froides. L'exposition immersive rassemble le fruit de plus de 10 ans de travail de photographie abstraite. Il explique qu'il n'y a pas de trucage, c'est-à-dire que c'est à la prise de vue qu'est capté le trouble des courants, le frisson des vents ou les teintes des fonds. Ils semblent très proches, ces fonds, très proches de la surface, mais peuvent être à plusieurs mètres de profondeur en réalité. Qu'on adhère ou pas à l'esthétique qu'il propose, cette précision était patente et sa démarche prend tout son sens. Jean-François place ses lecteurs au cœur de l'eau, au cœur de la vie, en somme au cœur d'un thème universel, ce qui explique aussi son succès. Le temps s'écoule sans que les élèves y prennent garde. Le petit bonhomme au visage d'enfant émerveillé par le monde nous partage tout. Engouement, prix de vente, organisation d'une expo, transport des œuvres, sa carrière et même une visite de son atelier, là, en haut. Les élèves ont la tête qui tourne par tant de richesse culturelle et aussi un peu par les prix qu'ils pratiquent. Ils n'ont jamais pris conscience de cette facette du métier. Cela leur paraît loin d'eux, alors que Jean-François ne cesse de leur dire que c'est à leur portée. Ces paroles qu'il nous faut retenir et qui sont parfaites pour conclure ce récit ressemblent à peu près à ça. Si vous êtes sensible à vos images, c'est que d'autres le seront. N'ayez pas peur, faites, vous êtes déjà crédible. Il faut y croire et travailler, beaucoup travailler, car la passion emporte tout. Salut, moi c'est Malo. Je suis référent pédagogique de la formation photographie de l'EDA. Laissez-moi vous raconter ma petite aventure arlésienne. Il est presque 10h du matin, ce vendredi 11 juillet 2025, l'heure à laquelle la grande majorité des expositions de ce festival off ouvrent leurs portes. Avec mon groupe de 8 élèves, nous prenons une direction différente des groupes de Candice et Dominique. Nous partons sans savoir à l'avance les expositions que nous croiserons sur notre chemin, munis tout de même de l'application InPhoto Festival pour ne pas se retrouver dans des zones moins riches en exposants. La ville regorge de presque 170 expositions, rien que pour la partie off du festival. Nous partons donc au gré du vent dans ces jolies petites ruelles. La première porte que l'on pousse nous donne à découvrir de super paysages des États-Unis, entre prise de vue au ras du sol et depuis les airs. Une mise en bouche de qualité. Nous poursuivons notre chemin et entrons dans l'atelier du refuge Star Monkeys. On y découvre des portraits aux couleurs vibrantes. L'artiste, fier d'exposer pour la première fois, nous explique que les modèles de ces images choisissent dans une caisse mise à disposition lors du shooting des accessoires, tous aussi extravagants les uns que les autres, donnant ainsi des photos extrêmement extraverties. En duo avec sa femme, l'artiste photographe détourne les codes du glamour et de la pop culture à travers la figurine de la pin-up. Chaque photo
découle d'un moment de complicité et de discussion passionnée entre le photographe et le modèle. Le photographe nous dira même qu'il a pris des millions de photos pour parfaire sa pratique. Puis, au détour d'une rue, nous sommes invités à rentrer dans un lieu regroupant 6 exposants et expositions. 2 d'entre elles retiendront notre attention. La première regroupe des photos argentiques en noir et blanc, de scènes de vie de la bande de copains du photographe, des archives de sa propre vie. La seconde, dans un style bien plus simpliste, présente une série de 12 natures mortes. La série, dont les sujets sont principalement des fleurs, montre la vie de ces êtres vivants jusqu'à la photo d'un citron à demi moisi. Cette dernière photo dénote un peu des autres car c'est la seule représentant un fruit. Fort d'une première partie de matinée déjà diversifiée, entre paysages, portraits et nature morte, nous décidons avec le groupe de nous arrêter dans un nouveau lieu. Je précède le groupe pour savoir si nous pouvons rentrer à une petite dizaine de personnes. L'exposant qui s'apprêtait à fermer boutique me dit que nous pouvons entrer rapidement. Il faut croire que la notion de rapidité est différente chez les Arlésiens. Nous ressortirons près d'une heure et demie plus tard, emportés par les explications de Bruno Redares, natif de la ville. 30 années de photos de nus. Voilà ce que nous découvrons dans la première des 5 salles qui composent ce lieu. Un travail à l'argentique exclusivement en noir et blanc, dans lesquels le choix du décor, de la composition et du cadrage n'est bien évidemment pas laissé au hasard. Ces photos témoignent aussi du passage du temps dans les décors choisis, comme une ruine, encore un petit peu plus en ruine quelques années plus tard. Nous pénétrons ensuite dans la deuxième salle, où l'on découvre de nouvelles images. Bruno n'hésite pas à utiliser le même modèle pour différentes prises de vue. Bien que curieux de l'histoire qui se cache derrière chaque cliché, l'une d'entre elles semble nous avoir plus marqué. Il s'agit d'un portrait en plan américain, d'une femme vêtue d'une salopette, la poitrine visible et tenant dans son bras droit un manteau. L'expression de cette femme est bien moins sensuelle que celle sur les autres clichés. Elle est presque apeurée. Nous voyons intrigués par cette image, son auteur nous explique. En arrière-plan se trouvent des taureaux, que nous pensions être les racines des arbres. La photo est prise depuis l'arrière d'un 4x4. La modèle est donc descendue et s'est mise à poser face au photographe, dos au taureau. On lit donc sur son visage le stress et la peur de ne pas connaître la réaction de ces bêtes après leur avoir tourné le dos. La photo déjà en tête, la prise de vue n'est jamais très longue pour Bruno. Pour ce photographe, la photographie d'auteur, c'est un peu comme de la bonne cuisine. Il faut savoir y rajouter des épices, que sont ici le sexe, la religion ou la mort. Puis, sur le mur d'en face, nous découvrons une autre facette du photographe, celle du portrait de torero. Un subtil travail de mise en lumière et des couleurs nous donne l'impression de peinture. Se trouvent également dans cette galerie quelques portraits dans le style hardcore. Le nu reste pour autant son sujet de prédilection. Il est même le créateur du Festival européen de la photo de nu à Arles en 2001. Mince, il est déjà midi et nous avons loupé le regroupement prévu en milieu de matinée avec les autres groupes. Peu importe, nous nous laisserons bien emporter par la découverte d'une nouvelle exposition. Il s'agit cette fois-ci d'Harmonie cachée, réalisée par Britta Krebs, une photographe allemande. L'une de ces séries, composée de 8 photos, représente les différentes étapes de la ménopause qu'elle a elle-même vécue récemment. Réalisée avec une amie dans un décor forestier, les premières images montrent un renfermement de la femme avant une progressive réouverture au monde pour les dernières photos de la série. C'est donc un témoignage de l'acceptation du corps et des changements naturels pour une femme. Nous rejoignons cette fois-ci les autres élèves pour digérer les visites du matin et se sustenter. L'après-midi redémarre avec un nouveau groupe. Nous quittons les arènes et nous dirigeons vers un lieu où des étudiants en art de Dortmund, en Allemagne, exposent chacun une série de photos. Face à la première série, nous nous retrouvons assez perturbés et gênés, ne comprenant pas vraiment le sens de ces images. 2 boîtes étaient présentées à côté des cadres, dans lesquels nous pouvions plonger la main pour y toucher une matière visqueuse et poilue, tout aussi perturbante que les images. Nous nous enfonçons un peu plus dans cette cour intérieure pour découvrir d'autres séries et surtout pouvoir avoir certaines explications. Ce que nous arrivons à obtenir. Pari réussi pour l'étudiant auteur de cette série, puisque celle-ci a pour thème le dégoût. Une autre série, assez peu compréhensible et agressive au premier abord, évoque finalement la douleur ressentie à une maladie touchant la vulve. Nous comprenons pourquoi tout se rouge vif.
Nous poursuivons notre balade arlésienne au cœur de diapositives jamais agrandies ni publiées, détenues par l'agence Magnum. Cette salle est proposée par Fujifilm. Une loupe nous est remise à chacun pour profiter au mieux des quelques centaines de petites images qui nous sont proposées. Au travers de celles-ci, nous redécouvrons l'histoire, mai 68, De Gaulle ou encore Chirac. Ici, il ne s'agit que d'une infime partie de millions de photos historiques gardées précieusement par les agences comme Magnum. C'est un devoir d'archive et de sauvegarde. Finalement, tout au long de cette journée, j'ai pu découvrir avec les élèves des photos, des photographes et leurs diverses sensibilités à cet art que nous travaillons tous de manière unique. Bonjour, je suis Dominique Ajus, correcteur à l'EDA et photographe professionnel, et je vous propose aujourd'hui ce petit podcast afin de vous retracer la dernière sortie en date qui a été faite avec l'équipe EDAPIX, donc l'équipe EDA dédiée à la photographie, qui a eu lieu le 11 juillet dernier, donc c'est tout récent, lors d'une sortie à Arles, dans le cadre du Off des rencontres 2025 de la photographie. Donc le festival d'Arles est sans doute le plus grand festival au monde de photographie, et donc il existe un festival off très étoffé dans lequel il y a énormément d'expositions à visiter, et un des gros avantages, c'est que vous pouvez rencontrer les photographes durant leur exposition, et c'est exactement ce qu'on a fait en se donnant rendez-vous tout d'abord devant les arènes, un lieu mythique de Arles. Très tôt le matin, le soleil était déjà très très fort, on avait déjà très très chaud. Les terrasses des cafés étaient déjà envahies de personnes qui buvaient leur café, leur petit déjeuner, et en arrière-plan, on avait un petit son d'accordéon d'une dame qui jouait au pied des arènes. On était dans une ambiance très typique, on va dire, de Arles pendant la période estivale. On a formé 3 groupes, et un des groupes est parti avec moi pour aller découvrir des artistes auteurs, photographes, dans leur univers, et on a eu la chance, bien sûr, de tous les croiser et de prendre un temps de manière à discuter avec eux de leur travail et également leur poser des questions. Le premier arrêt s'est fait à la galerie Mag, qui était une galerie assez proche du pied des arènes, au 24 Porte de l'Or. Et dans cette galerie, il y a un collectif qui s'appelle le collectif des Amazones, où cette année, il y avait 3 artistes, dont Cathy Pellan, qui est un petit peu la doyenne et aussi la personne qui gère un petit peu, on va dire, ce collectif. Alors, pour information, ce collectif est un collectif d'amis photographes. Ce sont des autrices photographes, donc qui ont quelque chose à raconter et qui produisent donc des séries photographiques en fonction d'un thème qui leur tient à cœur et sur lequel elles veulent parler avec leurs images. Ces 3 personnes qui exposaient ensemble donc dans cette galerie ne se parlent pas vraiment durant l'année de ce qu'elles sont en train de faire. Ce qui est assez étonnant, puisqu'en fait, quand on rentre dans le lieu qui est somme toute assez petit, on voit bien 3 univers complètement différents, tout en étant liés vraiment par des thèmes assez communs, comme le corps, par exemple, qui est quasiment omniprésent, mais aussi la taille, tout simplement, des photographies qui sont plutôt petites. Donc c'est un choix qu'elles ont fait de nous présenter un travail assez intimiste. Le petit format nous oblige à rentrer dans l'image, à nous approcher, à nous isoler du monde et à être, complètement en lien avec l'image qu'on est en train de regarder. Donc Cathy Pellan nous propose des portraits. Elle a 2 versants à la série qu'elle nous propose, des portraits qui sont imprimés en noir et blanc sur du papier aquarelle et qui sont ensuite colorisés, donc à l'aquarelle bien sûr, de manière à retrouver une couleur sur les images. Donc c'est une intervention directement sur les tirages photographiques, les impressions photographiques, avec une ambiance assez onirique où on voit à la fois des portraits et puis des portraits de personnes avec des masques d'animaux sur la tête. Une ambiance un petit peu noire et à la fois colorée et amusante. Donc voilà, on est dans quelque chose qui est assez ambivalent.
pour cette première partie de l'exposition de Cathy. Et puis le deuxième versant de sa proposition, ce sont en fait des polaroïdes, mais c'est pas ce qu'on entend par des polaroïdes classiques, puisqu'en fait elle opère une technique un petit peu spéciale qu'on appelle du Polaroid lift, qui est tout simplement un transfert d'émulsion, c'est-à-dire qu'elle isole la partie de la gélatine tout simplement sur laquelle est imprimée l'image, la photographie, du support qu'on connaît tous, du Polaroid. Ce qui donne un film ultra mince qui ensuite est redéposé sur un papier et qui va donner quelque chose d'assez aléatoire. Alors, c'est la taille d'un Polaroid, bien sûr, hein, donc encore une fois, c'est tout petit, et ça donne quelque chose d'assez aléatoire avec des plis, de l'émulsion, des choses assez intéressantes. Et elle a même produit quelques images assez étonnantes, en utilisant plusieurs polaroïdes. Donc elle fait plusieurs prises de vue, et ensuite elle va donc décoller la gélatine pour reconstruire, une image à l'aide de plusieurs polaroïdes, donc 4 polaroïdes ou 6 polaroïdes. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs émulsions, qui sont juxtaposées et qui nous donnent quelque chose de graphiquement très, très intéressant. La deuxième personne qu'on a donc vue dans cette galerie, c'est Zaïda Kersten, qui a un travail extrêmement intimiste, également, des tout petits formats, qui sont encadrés avec des cadres anciens, souvent des cadres dorés, en bois, etc. Et donc des toutes petites images, encore là, il faut se rapprocher et rentrer vraiment dans son monde. C'est quelque chose de très, très agréable. Et Zaïda travaille également directement sur les photos et les cartes. Donc elle intervient graphiquement en rajoutant un peu de broderie ou un peu de feuilles d'or ou tout simplement de l'aquarelle également ou du dessin sur ces images directement et sur les cadres également. Donc en fait, on est face à des photographies qui deviennent des objets et tout ça avec une écriture graphique assez agréable et mystérieuse. La troisième personne de cette galerie s'appelle Anna Tornel et elle nous proposait une série qu'elle a appelée La fleur de l'âge, dans laquelle elle voulait parler de la transmission d'une certaine sagesse qu'on pouvait avoir quand on atteignait un certain âge. Donc ce sont des autoportraits dans lesquels elle a introduit des fleurs également, avec des procédés anciens de photographie, donc qui demandent beaucoup plus de temps que la photographie numérique telle qu'on la connaît, et qui donnent des rendus aussi assez intéressants et assez agréables, avec des images qui ont une certaine forme de distance, tout simplement parce qu'elles sont pas parfaitement nettes, elles sont pas parfaitement lisibles tout de suite. En tout cas, encore une fois, un travail assez onirique, très personnel, très juste. Et puis Anna nous propose également quelques cyanotypes. Alors le cyanotype, c'est également un procédé ancien de photographie. Et elle nous propose donc, par exemple, deux formats plutôt grands, sur lequel on voit les contours de son corps, puisqu'en fait, elle a enduit des grands tissus de cyanotype et elle s'est allongée dessus, de manière à avoir une impression du contour de son corps sur ce tissu. Donc ce sont ces deux œuvres-là sont les deux œuvres les plus grandes qu'on puisse trouver dans la galerie. L'ensemble est vraiment très, très agréable. Ces trois personnes parlent très facilement et avec beaucoup de justesse et d'humilité de leur travail. Voilà, une galerie donc Porte de l'Or à Arles, la galerie Mag avec le collectif Les Amazones. On est ensuite allé dans un univers complètement différent. On est allé 16 rue du Docteur Fanton à Arles, un petit peu plus proche du centre d'Arles, pour aller dans la galerie de Eric K. et Léa Lund. Alors ces deux personnes, Eric et Léa, sont suisses. Léa est née en Suisse, bien sûr. Quant à Eric, lui, il est né au Zaïre. Donc on a un couple assez étonnant. Alors pas seulement par leurs origines, mais tout simplement parce que Léa est une photographe, mais pas que, puisque c'est une plasticienne. Elle travaille le dessin, l'encre, le crayon, le fusain, la peinture, la sculpture, la gravure, etc. Et son travail s'est tourné vers la photographie, principalement depuis 2011, date à laquelle elle a rencontré Eric K. Et donc ce couple est devenu un couple artistique pour la photographie, mais également un couple dans la vraie vie. Et
Le travail d'Éric et Léa est assez étonnant parce que, ils nous présentent dans leur galerie qui est une galerie, mais aussi un bar-restaurant, qu'ils ont investi et qu'ils ont acheté à Arles. Ils nous présentent un travail au long cours, dans lequel, Éric est le seul, sujet. En fait, on est sur une photographie où il y a un sujet unique, donc Éric, qui est un dandy exubérant et assez hors du temps, avec une manière de s'habiller vraiment digne d'un dandy, avec des chapeaux, des chemises à col étonnant, des pantalons exubérants, des cannes, etc., etc. Donc si vous le croisez dans la rue, c'est bien évident que vous allez le remarquer. Et en plus, c'est quelqu'un de charmant, qui est complètement tourné vers les autres, et malgré son look, on va dire, qui met une certaine barrière avec les personnes entre guillemets normales, c'est quelqu'un d'extrêmement avenant et d'extrêmement gentil. Donc leur travail, c'est uniquement Éric qui est pris en photo dans divers lieux, dans des paysages urbains, donc en ville la plupart du temps bien sûr, sur des thématiques diverses et variées. Et en fait, ils vont parcourir le monde et faire des photos. Et à la fois, quand ils font des expositions, eh ben, ils vont profiter de voyager lors de leurs expositions pour aller faire des photos. Donc vous allez rencontrer des photos dans leur galerie où Éric est mis en scène dans des endroits assez iconiques de plusieurs villes, de manière assez systématique, sur des photos qui sont, on va dire, à 90% en noir et blanc et qui sont extrêmement agréables à regarder. Ce sont des photos qui sont extrêmement riches, puisque Léa réintervient dessus avec alors c'est des techniques qu'elle veut pas forcément dévoiler, mais il y a une technique de plasticien, bien sûr, puisqu'elle intervient directement sur les photos une fois que le tirage a été effectué, avec des encres, avec de la gravure, etc. Elle va rajouter pas mal de choses sur les images, ce qui peut parfois les rendre un petit peu plus complexes à regarder, mais l'ambiance est vraiment, vraiment très, très intéressante. Et puis on retrouve un petit peu de travaux de Éric et Léa un petit peu plus anciens également, où ils ont voulu parler d'une période assez triste avec l'asservissement des Noirs, tout simplement. Erika étant née au Zaïre, bien sûr, c'est un sujet parfait. Et c'est un sujet assez ancien où Léa se mettait également en scène dans les photographies. Donc là, on avait des photos où on avait le couple sur les photographies. Et puis au fil du temps, Léa a décidé de rester derrière l'appareil photo et de travailler uniquement avec Eric en tant que sujet principal. Donc des photos que je vous invite à aller voir et euh, pour vous imprégner de cette atmosphère vraiment, vraiment très, très particulière du travail pardon, de Léa Lund et Eric K. Et puis en dernier, je vais vous parler d'un photographe belge qui est né à Liège, qui s'appelle Didier Gillis, que j'ai eu la chance de rencontrer sur plusieurs expositions. On a exposé pardon, ensemble lors du Festival européen de la photo de nu à Arles, il y a de ça déjà quelques années. Et j'avoue que quand j'ai vu son travail, je me suis demandé ce que je faisais là, tellement son travail était d'une qualité assez impressionnante. Alors, pour vous mettre un petit peu dans le bain, ce sont des noirs et blancs en très grand format, qui sont réalisés sur du papier Hahnemühle. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce type de papier, mais c'est un petit peu le très très haut de gamme du papier photographique. Et c'est une technique assez spécifique, c'est un procédé ancien qui s'appelle la gomme bichromatée et qui va demander un travail assez long. Didier en parle très volontiers et avec des mots extrêmement justes et avec une pédagogie extrêmement agréable. On pourrait l'entendre parler pendant des heures de son travail. Toujours est-il que la gomme bichromatée nécessite 5 passages différents avec un séchage du papier entre deux. Donc il faut 5 jours pour réaliser une image en superposant le négatif et en retravaillant avec des couches donc accumulées les unes sur les autres de cette technique donc de gomme bichromatée. Le rendu nous donne des noirs et blancs relativement aléatoires, mais qui ont une richesse et une tonalité dans les tons de gris qui est assez phénoménale, et des images qu'on a envie de toucher et de caresser tellement elles sont agréables à regarder. Son travail principalement et quasiment exclusivement même basé sur le corps féminin, et il a une manière de travailler assez spécifique puisqu'en fait il ne rencontre les personnes qu'une fois, il ne les rencontre pas avant de travailler avec ces sujets, et
le travail de pose n'est pas du tout guidé. C'est-à-dire que Didier ne va pas demander au modèle d'adopter telle ou telle attitude, c'est juste euh, une demande au sujet qui viennent dans son studio de euh, montrer la relation que ces personnes-là ont avec leur corps. Donc il peut y avoir des choses assez exubérantes et à la fois des choses assez pudiques. Il peut y avoir des personnes avec une problématique par rapport à leur corps. Il y a quelques photos, par exemple, d'une jeune femme anorexiques, qui sont très touchantes et à la fois extrêmement belles, extrêmement esthétiques. Donc un travail sans concession, un travail avec une ligne éditoriale et une ligne de travail assez précise, qui donne une richesse assez incomparable en termes de photographie. En plus de ce travail-là, bien sûr, Didier, au fil des années, est devenu un maître la pratique de la gomme bichromatée. Il propose énormément de stages et des personnes viennent de l'Europe entière pour suivre ces stages et essayer de capturer la relation entre le corps et l'âme à la manière donc de Didier. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le quartier de la Roquette, un petit quartier assez agréable d'Arles, avec des jolies placettes, c'est vraiment un quartier assez intéressant et assez sympathique. Et dans ce quartier de la Roquette, il y a la boucherie. Alors la boucherie tient son nom du fait que c'était effectivement, pendant de très nombreuses années, une boucherie tenue par un couple, monsieur et madame Moulis. Et une fois à la retraite, ils ont décidé d'accepter des artistes, des photographes pendant le off, de manière à ce qu'ils exposent au rez-de-chaussée donc de la boucherie, donc un lieu relativement atypique où on trouve encore des crochets de boucher, enfin voilà, il y a encore des ustensiles utilisés. Et le thème général à la boucherie, lors du off, c'est le corps. Donc pendant des années, il y a eu pas mal d'expositions sur le corps et on va faire un petit tour avec vous. On commence à l'entrée, il y avait à droite des photos de Louis Blanc. Alors Louis Blanc est un photographe qui s'est découvert photographe un petit peu sur le tard. Et il a gagné, en fait, je crois de mémoire, c'était en 2011 ou 2012, il a gagné un concours dans compétences photo. Et grâce à ce concours, il a été exposé pendant le Festival européen de la photo de nu, qui se déroulait en mai à Arles, qui n'existe plus, c'est un festival qui n'existe plus. Et lors de cette exposition, il a été assez rapidement remarqué par des galeristes et il a vu sa carrière décoller en flèche avec des expositions un petit peu partout dans le monde et il continue à faire quelques expositions assez prestigieuses en France et à l'étranger. Son travail est assez intéressant puisque c'est de l'autoportrait, donc il utilise son corps uniquement dans les photographies et il déforme son corps à l'aide d'un grand angle, tout simplement. Les photos sont en noir et blanc, il rajoute un petit peu de texture, on voit très rarement son visage, et ses compositions sont assez étonnantes. Et c'est intéressant de voir que, effectivement, avec du grand angle, on peut également faire du portrait, on peut être créatif avec des choses assez simples. Voilà, moi j'aime beaucoup le travail de Louis et je suis très fier de pouvoir exposer avec lui relativement régulièrement. Un petit peu plus loin sur la salle, il y a un autre travail qui s'appelle The Wall, le mur, d'un photographe qui s'appelle Luca Iso, donc un Italien vivant en France. Il vit à Beau-Soleil, au-dessus de Monaco. Et il propose la deuxième partie de cette série, donc The Wall numéro 2, où on voit des corps nus, un homme et une femme, parfois l'homme seul, parfois la femme seule, qui sortent d'un mur blanc immaculé, donc des images un petit peu surréalistes, un petit peu étonnantes, où on a parfois du mal à comprendre comment sont faites les photographies. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette série a été faite dans mon studio à Nice, puisque Lucas est un ami, et en fait, avec un bon placement de lumière et une bonne retouche derrière, on arrive à faire des choses assez exceptionnelles. Je vous invite à aller voir son travail, Luca Iso. Et puis, dans la deuxième salle, car à la boucherie, il y a 2 salles au rez-de-chaussée, dans la deuxième salle, il y avait 2 personnes. Il y avait tout d'abord Maf. Alors Maf, connu aussi sous le nom de Maf Regard, est quelqu'un que je pense vous connaissez déjà, en tout cas certains d'entre vous, puisqu'il y a eu une très longue interview d'elle
disponible dans votre espace et élève, et elle a fait également des masterclass sur la photo sur le vif, la photo d'enfant. Toujours est-il qu'elle proposait cette fois-ci, toujours sur le thème du corps, des tout petits formats, alors de 15 par 15, une douzaine de photos uniquement. Et ce projet est assez intéressant puisqu'en fait, c'est pas un projet qu'elle a décidé de faire elle, mais elle a été approchée par une personne, une amie, qui s'appelle Joliba. Alors Joliba, c'est bien sûr son nom de scène. Cette personne est slameuse, poète, chanteuse. Elle fait beaucoup de travail aussi dans l'écriture, beaucoup d'ateliers avec des enfants, etc., etc. Et elle a une maladie assez grave, même voire très grave, et elle a dû se faire opérer, et elle ne savait pas si elle allait s'en sortir. Très honnêtement, les pronostics des médecins étaient assez négatifs. Cette maladie qu'elle a eue lui a fait perdre à peu près 85 kilos, ce qui est énorme, en quelques semaines, quelques petits mois. Alors elle était déjà en très fort surpoids, et en fait son corps, entre guillemets, s'est vidé. Et donc elle a un corps maintenant d'une personne qui faisait, il y a très peu de temps, plus de 80 kilos de plus, et donc sa peau est devenue complètement vide. Et elle a voulu demander à MAF de faire des fragments de son corps. La série s'appelle Épidermique, donc des gros plans de son corps, de manière à réinterpréter le sujet, donner à voir des images qui éventuellement pourraient être pour certains assez esthétiques, et donc de rendre plutôt beau un corps qui ne l'est pas forcément en fonction de nos standards. Les retours sur cette exposition sont juste excellents, puisque les gens voient soit de la macro, de racines ou de feuilles, du végétal, du minéral. Certains voient des gros plans de planètes comme Mars ou autres, donc c'est assez intéressant. Et une fois que l'explication a été donnée aux visiteurs, on sent une forme d'émotion qui vient les envahir. Et puis la dernière exposition, ben, tout simplement, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'était mon exposition. Et cette année, j'ai dérogé un petit peu à la règle, puisqu'en fait, je ne travaille pas du tout sur le corps cette année. J'ai voulu présenter ma série de natures mortes. Alors ces natures mortes ont commencé pendant le confinement, on ne pouvait plus prendre de personnes en photo, donc j'ai commencé à rassembler les éléments de décoration qu'il y a au studio. Donc le studio est un petit peu un lieu atypique, donc j'ai des choses un petit peu bizarres au studio, et commençais donc à faire des photos de nature morte. La nature morte étant une pratique assez classique, vous savez que j'ai un pied vraiment dans l'art classique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La nature morte fait partie des thèmes ultra classiques, et au fur et à mesure, j'ai essayé donc de donner un petit twist, de faire des petits des clins d'œil dans les images, en détournant un petit peu les objets, sans pour autant m'éloigner trop du côté pictural. C'est-à-dire que je voulais vraiment avoir, dès le déclenchement, un rendu très très proche de la peinture. Donc ça donne des choses assez étonnantes parfois, et parfois un petit peu plus consensuelles, on va dire. Il y a quelques natures mortes qui sont des bouquets de fleurs séchées, tout simplement, et puis d'autres qui vont mettre en scène des objets un petit peu étonnants, avec parfois des titres assez amusants. Pareil, je vous laisse découvrir cette série en faisant une recherche, comme toutes les séries de toutes les personnes que j'ai mentionnées dans ce podcast. Voilà pour ce petit tour d'horizon de la rencontre EDAPIX pendant le off des rencontres d'art 2025. J'espère que ça vous a donné envie d'aller faire des recherches et de voir finalement les images. J'espère que tout ça va vous plaire et va vous montrer qu'effectivement la photographie peut aller bien plus loin que ce qu'on imagine. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.